Bonjour à tous, c'est Axel. Bienvenue de nouveau dans l'Académie du Biking Man, votre ressource pour pouvoir vous préparer à votre épreuve d'ultra-distance ou même de manière générale pour apprendre à faire de longues échappées en vélo. Je suis de nouveau avec Adeline. Salut Adeline. Salut Axel, Comment ça va? ça va et toi? Impeccable. Tu viens de loin, t'as vu le soleil là sur la Côte d'Azur? C'est Hein? pas désagréable, hein? C'est mieux que la Tour Eiffel, non? Ah oui, c'est mieux que la Tour Eiffel, hein. Pourquoi je parle de la Tour Eiffel? Puisqu'on a réalisé une série de tutos ensemble en 2023 que je vous invite à redécouvrir puisqu'on avait abordé plusieurs sujets à cette époque-là avec Adeline qui ont bien cartonné d'ailleurs. Là, on va aborder un sujet aujourd'hui sur les 3 outils qui nous ont apparu indispensables pour pouvoir participer à une course longue distance et en particulier au Biking Man. Alors le premier outil, ça serait quoi, Adeline? Pour moi, le premier outil, c'est le capteur de puissance. En plus, il se démocratise de plus en plus. Il y a différentes possibilités pour le capteur de puissance. Alors, il y a la pédale qui peut être une bonne option parce que du coup, on change de vélo, on change la pédale et c'est assez pratique. Il y a aussi dans la manivelle qui peut être aussi une deuxième option. Et la dernière option pour moi, c'est dans le pédalier, au niveau du pédalier. Sur les pédales, d'ailleurs, ça me permet de parler d'un sujet dont j'ai parlé sur ma chaîne personnelle, sur YouTube. Regardez bien également en fonction du type de cale que vous utilisez avec votre vélo, si c'est des cales de route ou des cales VTT, puisque les capteurs de puissance, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de marques différentes. Et en fonction, bien sûr, il existe des écosystèmes qui dépendent de votre système de pédale. Il y a également un point qui est extrêmement important, c'est qu'en fonction du capteur de puissance que vous allez utiliser, sur l'usage dans la longue distance, pensez à la manière et la méthode qu'il faut respecter pour pouvoir le charger, puisqu'en fonction des pédales, en fonction du capteur, si c'est sur le boîtier de pédalier, si ça va être sur uniquement une manivelle, vous allez avoir des méthodes de recharge qui vont être différentes, et puis des autonomies aussi qui vont être différentes, hein. Ça, c'est extrêmement important parce que sur une épreuve Bikeman, là, vous allez faire un effort qui va durer à minima 60 heures de vélo au total cumulé et recharger un capteur de puissance. Parfois, ça peut être compliqué en fonction de l'endroit où on se situe ou même trouver les piles en question qui vont être compatibles avec votre capteur. C'est pas facile. Donc voilà, sur le capteur de puissance, en complément de ce qu'a partagé Adeline, soyez bien vigilant sur le système de recharge. C'est extrêmement important. Et après le capteur de puissance, ça serait quoi le deuxième outil que tu mettrais dans ta top liste là, pour participer à un Viking Man? Le capteur de fréquence cardiaque. C'est pas vrai, il y en a quand même pas mal qui n'aiment pas porter la ceinture. Pourquoi ce serait important? Alors déjà, je pense qu'il y a un point qui est important parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas, mais on a la ceinture en effet comme tu viens de dire, mais on a aussi pour ceux qui détestent avoir ce point de compression au niveau du thorax, ils font maintenant des brassards en fait qu'on place au niveau du bras qui peut être une solution, qui est pas mal utilisée notamment en course à pied pour les gens justement qui sont, pas à l'aise avec la première solution. Mais pourquoi c'est important d'après toi d'utiliser un capteur de fréquence cardiaque si par exemple me suis déjà équipé avec moi, notre premier conseil d'un capteur de puissance? Alors, il y a deux parties pour moi, à citer. La première, c'est dans ta préparation, du coup. Ça va te permettre d'avoir un entraînement qui va être bien calibré, qui va prendre en considération la puissance, certes, si tu as un capteur de puissance, mais aussi de prendre en considération la fréquence cardiaque pour voir comment ton corps réagit à cette puissance et donc de pouvoir ajuster finalement et personnaliser au mieux ton entraînement. Le deuxième point pour moi très important, ça va être pendant la course. En fonction du climat, en fonction de la fatigue, de pouvoir aussi, avoir un œil sur sa fréquence cardiaque, ça peut être intéressant. Alors il ne faut pas prendre en considération que ça, il faut aussi, le coupler avec le ressenti de l'effort et ses propres sensations. Mais, nous par exemple, sur le Sri Lanka l'année dernière, il a fait très, 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 très chaud. On est parti comme souvent un tout petit peu trop vite Beaucoup trop et vite. puis et puis du coup, et ben, on a à un moment donné senti que le coup de chaud arrivait. On s'est arrêté, on regarde le capteur de fréquence cardiaque et là on voit qu'on est beaucoup plus haut que ce qu'on est normalement au repos debout. Et là on se dit ouais, on fait une pause, top, on break un petit peu, on s'hydrate bien. Et ça permet parfois d'éviter que le coup de chaud empire et du coup, pas le drame, mais ça peut quand même pénaliser l'avancée sur une course quand on se prend un coup de chaud comme ça dans la figure. Donc vous l'avez compris, l'association capteur de puissance et cardiofréquence mètre, elle est essentielle parce qu'elle fonctionne de pair, ils fonctionnent ensemble, ça permet de récolter voilà, des informations physiologiques qui vont vous aider dans la gestion de votre effort. Moi, je mettrais juste, non pas un bémol, mais un commentaire sur ce qu'a dit Adeline, c'est assurez-vous quand vous participez à une épreuve de ce type-là,
de bien vérifier l'état de votre ceinture cardio, vérifier les électrodes si c'est une ceinture, vérifier également l'état de la pile. Maintenant, sur les GPS Garmin, notamment, vous avez accès à chaque fin de sortie à la pile, la batterie qu'il vous reste. Ça vous permet de savoir, ben voilà, si vous vous engagez sur une épreuve qui va durer 50, 60, 100 heures, eh ben, ne partez pas avec une vieille ceinture cardio qui a plus de pile, parce que vous pourriez avoir des anomalies de chiffres, notamment en termes de fréquence cardiaque. Moi, j'ai un souvenir notamment aux États-Unis où quand j'ai fait ma traversée, j'avais le cardio qui était quasiment monté à plus de 180. L'avantage, c'est que j'avais une montre également qui a un capteur avec un cardio-fréquence-mètre et j'ai pu regarder et voir que c'était clairement la pile qui arrivait en fin de vie. Dès que je l'ai remplacée, ça m'a voilà, permis de fonctionner avec la fréquence cardiaque réelle et non pas celle qui était en train de déconner à cause de la fin de la batterie. Donc contrôlez votre matos, ça vaut également pour le capteur de puissance. Vérifiez toujours l'état de vos piles, l'état de charge des batteries, parce que sinon vous pourriez avoir des anomalies algorithmiques sur le fonctionnement du capteur. Ça permet d'éviter de paniquer si vous avez votre cardio qui est à 180 alors que finalement vous n'êtes qu'à 140 dans la bosse. Après, je pense qu'il y a un point aussi qui est important à prendre en considération, c'est que en général, sur la fin d'un biking man, la fréquence cardiaque, elle a tendance à être nivelée vers le bas et on peut même essayer de faire une bosse un petit peu à intensité élevée, de monter un petit peu haut. Finalement, la fréquence cardiaque ne monte plus. Donc, il ne faut pas non plus se laisser avoir et d'où l'importance pour moi de coupler ça aux sensations. C'est vraiment très important. Oui, et puis là, pour abonder sur ce que tu dis, le capteur de puissance, ça permet de rester dans ta zone là et de ne pas avoir le myocarde avec le cardio qui tombe dans les chaussettes en disant finalement je suis super affûté parce que je suis sur la fin de l'épreuve. Non, je suis fatigué. Là, le capteur de puissance va te permettre de te confirmer que tu es bien dans la zone dans laquelle tu devrais être par rapport à ton habitude ou ta connaissance que tu pourrais avoir dans les bosses. Moi, pour finir sur ce point, en tout cas, je pense qu'il faut faire trianguler ces 3 informations, en fait. Celles qui viennent du capteur de fréquence cardiaque, celles qui viennent du capteur de puissance et les informations vraiment sur nous qu'on récolte au point de vue de nos sensations. Exemple terrain qui m'est arrivé au Brésil, là ça me fait penser à ça en 2021. Capteur de puissance, cardio-fréquence mètre, tout dans le rouge, tout dans les chaussettes, la puissance en bas, le cardio en bas, et physiologiquement des sensations qui commencent à être particulières, des picotements et ainsi de suite. Tu interpréterais ça comment dans la triangulation là? Coup de chaud. Coup de chaud terrible, coup de chaud terrible. Donc c'est très intéressant ce que partage Adeline. La puissance c'est un chiffre, le cardio c'est un autre chiffre, mais la sensation, ce que vous ressentez au moment de l'effort, c'est essentiel parce que c'est également le dernier rempart quelque part que peut envoyer le corps. J'étais pas loin de m'évanouir au Brésil en 2021. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté pour pouvoir repartir et c'était seulement quelques kilomètres avant la ligne d'arrivée. Donc on a abordé capteur de puissance, on a abordé deuxième outil cardio-fréquence mètre. Ouais. Ça serait quoi le troisième outil? Ouais, moi, le numéro 3, c'est l'homme trainer. Ça me fait plaisir d'entendre ça puisque moi je partage cette analyse avec Adeline quand on a discuté justement des vraiment les 3 outils indispensables. Quand on en a parlé tous les deux, on s'est dit punaise, le home trainer c'est quand même ultra important. Mais alors pourquoi? Alors, je pense que ça permet de faire des séances qui sont relativement courtes mais hyper qualitatives. Donc, pour quelqu'un qui a un agenda qui est quand même assez serré, on va dire, et qui a peu de temps à octroyer son entraînement, ça lui permet de gagner du temps parce que le temps de mettre le casque, les chaussures, prendre le vélo, gonfler les pneus. Enfin, finalement, on ne se rend pas compte, mais ça prend du temps réel et qui n'est pas en plus efficace par rapport à l'entraînement, c'est du temps perdu. Donc ça, on l'enlève et on va direct sur l'home trainer, on fait la séance, on se douche et terminé. Je pense que c'est le gros point positif. Après, maintenant, avec les home trainers connectés, on peut vraiment se faire des séances très calibrées avec des intervalles et tout. Donc ça, c'est pour moi aussi un deuxième point très important et positif pour le home trainer. Ouais, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, en termes de temps, le temps finalement de préparation et d'accès, par exemple, à une bosse pour pouvoir faire des Oui. intervalles, si on va à l'extérieur par rapport à un home trainer, mais c'est colossal. Moi, pour parler d'un point de vue personnel, il me faut au moins une demi-heure à 3 quarts d'heure pour pouvoir me placer dans une bosse qui va me permettre de pouvoir faire un entraînement spécifique, là où sur le home trainer, bah, en 5-10 minutes d'échauffement, après on peut attaquer la bosse quasiment directement. Et ce temps-là, finalement, cumulé sur une semaine d'entraînement, c'est colossal. Ouais, c'est clairement colossal et puis, du coup, ça me permet de rebondir un petit peu sur la régularité dont on a déjà parlé. Moi, personnellement, je pense que ça me permet, les entraînements sur home trainer, d'avoir de la régularité, de m'entraîner quasiment tous les jours ou presque, parce que mine de rien, en 2024, j'ai fait, 8 000 kilomètres au total, dont 1 000 sur le Biking Man au Sri Lanka et les 5 000, j'en ai fait 5 000 sur home trainer et finalement le reste c'était en extérieur. Donc la proportion elle est quand même hallucinante. Donc finalement, on peut se préparer, je pense,
avec des entraînements sur home trainer pour faire un biking man. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait faire que ça, parce qu'à un moment donné, il faudra bien sortir dehors et faire des sorties longues, parce qu'on prépare quand même un 500 ou un 1000 km, donc que des sorties d'une heure, non. Mais par contre, ça peut combler clairement cette régularité sur les séances home trainer, ça peut combler un manque de volume. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on avait réalisé un super tuto ensemble en 2023 sur Mm. l'intérêt d'utiliser un Oui, home trainer dans l'entraînement. Je vous invite à aller le regarder, aller le chercher sur la chaîne YouTube Biking Man, puisqu'on avait passé pas mal de temps à évoquer ce sujet. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui n'aiment pas le home trainer et qui préfèrent aller dehors? bon, C'est déjà, des idées reçues finalement. C'est ça que tu es en train de dire? c'est peut-être pas des idées reçues, mais je pense que les gens, ils font du vélo pour être en extérieur, profiter de la nature, des paysages, découvrir l'aventure. Et le home trainer, c'est pas tout à fait ça. Donc après, il faut être au point avec ses propres objectifs, se dire, bah, je suis prêt à passer du temps sur un home trainer si c'est après pour m'éclater dehors et en profiter pleinement, ne pas être blessé et pouvoir kiffer mon aventure, quoi. Se préparer physiquement sur le home trainer et puis finalement laisser l'aventure sur le Biking Man pour aller explorer des traces magnifiques en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. En tout cas, ça peut être une solution. Ça n'est pas la seule solution, mais ça peut être une solution. Typiquement, ce conseil que qu'Adeline vient de partager, moi je l'applique hein, à mon entraînement. Les États-Unis de l'année dernière, j'ai quasiment fait 100% de la préparation sur home trainer à cause du calendrier que j'avais du quotidien, puisque le temps passé et l'efficacité par rapport aux gains et aux bénéfices dont tu disposes une fois que tu es sur le terrain de ton aventure, bah, il est incomparable par rapport à avoir voilà, une heure que tu vas perdre souvent à Ouais. l'extérieur. C'est vrai que pour des agendas qui sont très très compressés, on est de plus en plus comprimé et compressé par le temps, bah, pour l'home trainer, c'est clair que ça permet d'être super efficace. Ouais, c'est vraiment très, très efficace. Après, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure sur, pourquoi les gens aussi aiment peut-être pas trop faire du home trainer, je pense qu'il y a une notion de difficulté qui est, vraiment plus importante sur home trainer, notamment parce que la température corporelle va avoir tendance à augmenter plus rapidement si on est en intérieur. On n'a pas ce flux d'air permanent en fait, qui se fait sur notre peau et qui nous permet de thermoréguler. Donc le ressenti de l'effort sur une séance de home trainer va être plus important, quoi qu'il arrive, que, en extérieur. Bien que maintenant, il y a des systèmes avec des ventilateurs qui permettent, de diminuer un petit peu ça. Allez, ce que tu me dis, ça me donne envie de, parce qu'on avait dit que ça allait être trois conseils sur les trois outils, les trois meilleurs outils pour se préparer à l'ultra distance. Mais il y a finalement ces trois outils qu'on est en train de citer, à la fois la puissance, le cardio et le home trainer. Il y a également les applications, tu m'en parlais en off derrière la caméra tout à l'heure. Mmh. Il y a des applications qui permettent quelque part de croiser ces données et t'aider dans ta préparation. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Oui, bah, et après il y a Interval, il y a Training Peaks, il y a Nolio. C'est des applications qui vont vous permettre d'étudier toutes ces datas parce que c'est bien de les récolter, donc la fréquence cardiaque, la puissance, mais après qu'est-ce que j'en fais, quoi? Donc il faut pouvoir analyser ces séances et en tirer quelque chose pour pouvoir se voir progresser dans le temps, finalement. Donc toi, en tant que coach, par exemple, j'imagine que c'est un des outils extrêmement importants pour pouvoir avoir des retours sur les personnes que tu coaches. Ah oui, complètement. Moi, c'est les 2 premiers outils, donc la fréquence cardiaque et la puissance, je l'impose à tous les gens avec qui je travaille pour pouvoir justement, moi, les programmer et les calibrer correctement et après avoir le retour dans l'autre sens, de savoir est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que ça a atteint l'objectif que j'estimais, en fait, que je voulais? Donc oui, oui, clairement, moi, j'utilise ça, tout le temps et je le joins, du coup, avec, l'application qui me permet d'analyser. Vous l'avez compris, s'équiper, ça vaut le coup. Pas que d'un ou que de l'autre. Les deux fonctionnent très très bien ensemble. Capteur de puissance et cardio-fréquence mètre. Merci beaucoup pour ces conseils, Adeline. De rien, Axel. J'espère que ces derniers vous ont plu et surtout qu'ils vous ont intéressé. Vous pouvez utiliser la rubrique commentaires pour pouvoir poser vos questions sur les thématiques qu'on vient d'aborder. Je le rappelle, allez chercher sur la chaîne YouTube de Biking Man et sur l'académie Biking Man sur notre site, puisqu'on a fait plein de tutos qui sont accessibles et en libre accès. Donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu parce que ça va permettre de vous aider à vous lancer dans ce grand défi qu'est le Biking Man. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto avec Adeline. Ouais, avec plaisir. Salut! Salut à tous!